Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du choix de l'émulsifiant. Pour ce faire, je vous invite à regarder déjà la première vidéo sur l'introduction à l'émulsion pour voir tous les concepts dont j'ai parlé au début. Si vous l'avez déjà fait, alors c'est parti pour le choix des émulsifiants. Choisir un bon émulsifiant, c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, si vous me demandez, je n'aurai pas une réponse unique à vous donner sur quel émulsifiant choisir, soit l'un, soit l'autre. Je n'ai pas de réponse. En fait, souvent en formulation, ce qu'on dit, ça dépend de la formule. Et c'est un peu frustrant, mais c'est aussi un peu la magie de la formulation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse unique et tout dépend de la formulation, des choix que l'on va faire pour une formule ou une autre. Ce que je peux vous donner par contre, ce sont des exemples ou bien des concepts, des idées, des guides qui vous permettront en fait de choisir le meilleur émulsifiant possible pour votre formulation. Le premier point en fait à regarder lorsque l'on formule, lorsque l'on fait une émulsion, c'est déjà quel est le sens de l'émulsion que l'on veut réaliser. Est-ce que c'est une huile d'eau ou est-ce que c'est une eau dans l'huile? Déjà, rien que ça va permettre de diviser en deux les émulsifiants. Certains émulsifiants, ils vont être plus adaptés pour faire des bébés cream ou alors des produits solaires. Et d'autres seront plus adaptés pour faire des sérums, pour faire des crèmes de jour. Donc en fait, déjà, rien que ça, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. C'est le premier critère à prendre en considération. Généralement, on n'utilise pas un seul émulsifiant. On utilise plutôt ou des couples ou alors plusieurs émulsifiants combinés ensemble. Pourquoi? Parce qu'un émulsifiant peut vous aider à résoudre certains problèmes de stabilité, tandis qu'un autre résoudra d'autres problèmes d'instabilité. Je ne vais pas entrer dans les détails pour la stabilité, mais disons que c'est toujours mieux d'avoir un couple d'émulsionnants ou alors un émulsionnant avec son coémulsionnant. Qu'est-ce qu'un coémulsionnant? On peut avoir par exemple le cétérilalcool ou le cétylalcool, qui vont en plus pouvoir donner une certaine viscosité à la formulation, même si ça ne va pas changer énormément la donne, mais ça peut donner des résultats intéressants en termes de viscosité. Qu'est-ce qu'un coémulsionnant? En fait, le coémulsionnant, souvent j'aime le décrire comme ce qui ne va pas en soi permettre l'émulsion tout seul, mais s'il est là, il va vraiment pouvoir aider l'émulsionnant principal. Il faut savoir aussi qu'il y a un système qui a été développé, c'est le système de calcul HLB, Hydrophilic Lipophilic Balance. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce système-là, il va permettre en fait de voir si un émulsionnant va avoir une préférence plus pour la partie hydrophile ou plus vers la partie lipophile. Donc si ces concepts vous sont un peu étrangers, je vous invite à regarder la première vidéo dans laquelle je fais vraiment table rase sur ces concepts-là. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on essaie de savoir si l'émulsionnant va avoir une préférence plus pour la partie hydrophile ou la partie lipophile? C'est ce qui va en fait vous donner une indication sur l'orientation de votre formule. Vous vous rappelez le premier critère dont je vous ai parlé de cette vidéo? Huile d'eau ou eau dans l'huile? Et bien si vous avez cette donnée-là sur la fiche technique, vous allez avoir une indication sur la possibilité de votre émulsionnant à faire plutôt une émulsion eau dans l'huile ou une émulsion huile dans eau. Voici quelques exemples. Si vous souhaitez faire une émulsion qui est eau dans l'huile, donc avec la phase externe huileuse, vous allez préférer des émulsifiants qui vont avoir un HLB plutôt bas, donc autour de 3 et 4. Si en revanche vous allez vers une émulsion qui est huile dans eau, donc les émulsions plus classiques et plus représentées sur le marché, disons, alors à ce moment-là, les HLB seront un peu plus élevés, autour de 9, 13. Petite note importante. Le modèle HLB a été défini expérimentalement, notamment en utilisant des émulsifiants qui sont non ioniques, comme les PEG. La plupart d'entre vous ne travaillent pas avec les PEG, et ce n'est pas forcément très représentatif, notamment pour les émulsionnants que vous allez utiliser en termes de formulation naturelle, mais ça peut quand même donner une indication autour de la préférence, disons, hydrophile ou lipophile d'un tensioactif. Mais disons que ces calculs-là ou ce système de calcul-là ne va pas être la chose la plus représentante et la plus importante, surtout lorsqu'on formule en naturel, parce que ce modèle ne s'est pas avéré toujours très proche de la réalité en ce qui concerne les émulsionnants ioniques. Voilà, si vous avez le HLB sur la fiche technique
Ok, pourquoi pas, ça peut vous donner une indication. Cependant, n'allez pas vous perdre dans des calculs trop compliqués, surtout si vous formulez en naturel. Vraiment, la donnée la plus représentative, ce sera votre essai, votre expérience au laboratoire. Voici quelques exemples. Par exemple, si vous souhaitez faire une émulsion huile d'en haut, vous pouvez utiliser du Lanet N. Vous pouvez aussi utiliser le Emulsion. Ces émulsifiants-là iront bien pour une émulsion, disons, classique, huile d'en haut. En revanche, si vous voulez faire une émulsion inverse, donc l'eau dans l'huile, vous allez pouvoir utiliser Olive Protection 2 ou bien l'Olivem 900. Un autre critère important, il faut vérifier si l'émulsionnant il va être conforme au pH final de votre formule. Vous savez, le pH n'est pas toujours pareil sur notre corps en fonction du coup de la zone de notre corps. Et du coup, est-ce que notre pH voulu sera le pH auquel votre émulsionnant va fonctionner à son fonctionnement optimal, maximal disons. Par exemple, vous allez voir sur la fiche technique que votre émulsionnant, je ne sais pas, le Lanet N par exemple, fonctionne mieux entre 6 et 8. Mais attention, si vous avez des conservateurs qui fonctionnent à des pH très acides, c'est-à-dire inférieurs à 5,5, à ce moment-là, ça pourra peut-être pas être la meilleure combinaison à choisir. Donc soyez toujours attentif au pH que en fait votre fournisseur va vous conseiller pour un émulsionnant ou un autre. Ça sera la même chose pour les électrolytes. En fait, il faut savoir que certains émulsionnants, notamment ceux qui sont ioniques, sont sensibles aux éléments chargés, soit chargés positivement, soit chargés négativement. Par exemple, vous avez des sels d'aluminium, ou vous allez avoir le sodium PCA, vous allez avoir certaines argiles, et également certaines matières dérivées ou certaines matières issues des algues. Donc, il faut toujours prendre en considération la nature de notre émulsionnant. Sera-t-il sensible aux acides? Sera-t-il sensible aux bases? Sera-t-il sensible aux charges? Il faudra toujours prendre en compte ce genre de critères parce que sinon vous risquez d'avoir une émulsion instable. Et maintenant, concentrez-vous. Concentrez-vous peut-être pas, mais en tout cas, parler de concentration, c'est important. En fait, l'émulsionnant que vous allez choisir, oui, aura un impact sur votre formule, mais tout dépend aussi de comment vous allez l'ajouter. Certains émulsionnants, par exemple, sont utilisés entre 5 et 10, d'autres simplement entre 2 et 5. Tout dépend, et tout sera bien évidemment écrit sur la fiche technique. Vous allez vous intéresser à cette donnée, pourquoi? Parce qu'en fonction de la concentration, vous allez avoir quelque chose de plus épais. Par exemple, plus on ira autour des pourcentages élevés, plus on aura des émulsions épaisses. On aura aussi potentiellement plus de stabilité, mais attention à ne pas exagérer, car on veut toujours mettre le strict minimum. Certaines matières peuvent être irritantes, et on n'a pas envie que notre crème soit irritante. Donc on respecte toujours, et on essaie de mettre le strict minimum, surtout parce que ça coûte de l'argent. Donc étudiez bien votre formule avant de la mettre sur le marché. Certains émulsionnants, par exemple, à certaines concentrations, seront plus adaptés, par exemple, pour des concentrations de phases huileuses très importantes. Et d'autres, en revanche, sont plus adaptés pour des phases huileuses qui sont faibles. Il y a des émulsionnants qui vont être très 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 bons pour permettre des émulsions qui vont être fluides et stables. Ça va être parfait pour un sérum. D'autres émulsionnants seront très efficaces, même à des pourcentages faibles, et vont permettre d'avoir des consistances très épaisses, des crèmes très consistantes et très visqueuses, sans pour autant devoir en mettre 20%. Les émulsifiants vont également avoir un impact sur la sensorialité de votre crème. Par exemple, si vous avez un émulsionnant de type lécithine, sachez que votre crème aura un peu plus tendance à être plus jaune, plus jaunâtre. Si ce n'est pas une caractéristique que vous acceptez pour votre crème, si vous la voulez vraiment très blanche, à ce moment-là, la lécithine n'est pas l'émulsionnant qui est fait pour vous. Il faut savoir que votre émulsionnant aura un impact sur la couleur, l'odeur, l'apparence, donc si c'est plutôt lisse ou plutôt mat, ça peut aussi avoir ce genre d'effet-là, et également sur l'absorption, donc tout ce qui va être sensoriel, absorption de votre crème, capacité à faire une fine couche en fait sur la peau, ou alors il y aura également l'étalement. Est-ce que ça va être freinant? Est-ce que ça va bien glisser? Donc évidemment il y aura d'autres matières premières qui vont avoir un impact.
Mais votre émulsionnant aussi va avoir un impact sur la sensorialité de votre formule. Donc veillez bien à choisir un émulsionnant qui ne va pas aller à l'encontre de vos envies en termes de résultats sensoriels pour cette crème ou pour ce sérum. Et enfin, je voulais terminer avec tout ce qui est naturalité et certification. Donc si vous voulez en fait la naturalité, il n'y a pas de vraie définition en fait de ce qui est une formule naturelle ou pas. Il existe des labels, vous le savez, comme EcoCert, Cosmos et plein d'autres. Mais en termes de naturalité, il n'y a pas de vraie définition. Donc en fait, tout dépend pour vous en fait si vous souhaitez aller vers la certification EcoCert ou alors si vous voulez formuler de bon cœur entre guillemets ou avec la logique de la naturalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que EcoCert, ça peut être très très vite reconnu et on voit tout de suite que voilà, ça a été formulé en fonction du coup, des critères du label. Mais ce que je pense aussi, c'est que de plus en plus de consommateurs sont informés de nos jours. Les personnes se font de plus en plus une culture cosmétique. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin de label ou autre pour prouver la bonne volonté en fait, de la marque à aller vers, à montrer patte blanche entre guillemets et montrer qu'on veut formuler vers quelque chose de naturel. Ce que je trouve dommage, c'est le greenwashing. Il n'y a pas forcément besoin de certification, donc si cela peut vous donner plus de liberté en termes de formulation, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous voulez avoir des certifications, ça va de soi que vous allez devoir vérifier que toutes les matières premières que vous utilisez sont conformes à ce label. Petite note sur la naturalité tout de même, par exemple la lécithine qui est un des émulsionnants les plus connus disons en termes de naturalité, sachez que la lécithine est obtenue à base voilà, d'éléments naturels, de végétaux, etc., etc. Cependant, les réactions chimiques et les extractions sont bien des procédés qui sont issus de la chimie. Par exemple aussi, on a le cétaryl olivate. Ça vient d'extraits végétaux, oui, bien sûr, c'est dérivé d'éléments végétaux. Pourtant, les réactions chimiques et les procédés sont synthétiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous donner comme indication sur comment choisir les émulsifiants. J'espère que ce sera utile et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions à vos fournisseurs de matières premières, travailler en étroite collaboration avec eux. Évidemment, c'est important d'étudier la formule avant de la réaliser pour ne pas perdre trop de temps et de matières premières, mais n'oubliez pas que la chose la plus importante, ce sont vos observations et les résultats obtenus avec vos essais. Si ça vous a plu, mettez un like parce que ça m'aide pour la chaîne et n'hésitez pas à vous inscrire, à mettre des commentaires et à bientôt. Salut!